L'intelligence artificielle transforme notre monde à une vitesse fulgurante, mais que dit-elle réellement de l'humanité? Dans cette vidéo, nous explorons une réflexion profonde et éclairante à travers l'analyse du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. Entre éthique, humanisme, culture africaine et avenir technologique, son regard offre une lecture rare et essentielle du rapport entre l'homme et la machine. L'IA menace-t-elle notre humanité ou peut-elle au contraire la renforcer? À l'heure où algorithmes et données gouvernent nos sociétés, cette pensée philosophique apporte des clés indispensables pour comprendre les enjeux intellectuels, culturels et moraux de notre époque contemporaine. Installez-vous, on commence. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. Important, dont on ne sait pas trop sur quoi il va déboucher, mais dont on est certain qu'il est en train de configurer notre monde actuel. Et la raison pour laquelle je rappelle cette autre question qu'ancienne, c'est que vous avez parlé de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, notre intelligence, c'était pour nous humains la manière dont nous connaissons notre monde et la manière dont nous agissons dans ce monde. Et le transfert vers les robots, c'est quelque chose de très important et nous sommes juste en train de voir les prémices de ce que ce basculement dans un monde de l'intelligence artificielle, parce que notre monde est d'ores et déjà le monde de l'intelligence artificielle, va produire. Maintenant, il y a aussi cette inhumanité dont nous avons fait l'expérience cette année. Nous n'aurions jamais pensé, il y a quelques années seulement, que la guerre ferait un grand retour sur un continent qui pensait s'en être débarrassé, c'était le continent européen. Absolument. Il y avait beaucoup de guerres, malheureusement, dans ce qu'on appelle le Sud global, et l'Europe semblait être à l'abri de conflits majeurs. Et voici que nous vivons encore aujourd'hui la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec un cortège d'atrocités. Qui en est à sa troisième année. Qui en est à sa troisième année et on ne voit pas trop les perspectives de paix parce que chaque fois qu'il y a un plan ou un embryon de plan qui se dessine, cela s'écroule devant la volonté clairement affichée de la Russie de réduire au fond l'Ukraine à sa plus simple expression. Autre région où on a vu également des atrocités majeures, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ceci n'est pas un phénomène nouveau, évidemment. Depuis la création de l'État d'Israël et depuis ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la grande émigration des Palestiniens, c'est un état de guerre permanent avec des explosions comme celle que l'on a connue cette fois-ci. Encore que cette fois-ci, le niveau atteint par les atrocités soit quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça a commencé d'abord par les atrocités du 7 octobre, il faut le dire, et ensuite ça s'est continué par une destruction quasi complète aujourd'hui de Gaza. On se demande comment cette région va être reconstituée. Donc un signe qui ne trompe pas. Nous avions l'habitude d'avoir au moins des moments de pause pendant les Jeux olympiques. Et ceci était profondément ancré dans la tradition de l'humanité. Traditionnellement, même en Grèce ancienne, lorsque les Jeux olympiques avaient lieu, on faisait une paix. Une trêve. Cette trêve olympique était respectée. Pour une fois, on n'en a même pas. On n'a même pas envisagé la possibilité de le faire. Ça veut dire donc que tout ce qui faisait notre humanité, ce qui gardait encore le sens d'une humanité partagée, a été fortement remis en cause. On a vu une armée qui pourtant avait une réputation d'être une armée très morale, guidée par l'éthique, l'armée israélienne, accepter de réduire à la famine une population. Cela va contre les lois humaines, qui étaient les lois qu'on s'imposait même en temps de guerre. On n'affame pas son adversaire, on n'affame pas son ennemi. Et donc, voilà, essayer de parler d'espérance à la fin d'une année qui a été une année où nous avons été les témoins de toutes ces atrocités, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais est-ce que, pour autant, nous avons le droit de perdre confiance
et le droit de ne plus avoir aucun motif d'espérer, je ne le crois pas. Oui. Est-ce à dire que notre espace d'espérance s'est déplacé vers de nouveaux horizons? Notre espace d'espérance s'est déplacé vers de nouveaux horizons, et aussi il y a le fait que nous semblons avoir touché un fond. Et donc il y a une forme, je crois, d'insurrection de notre humanité, qui fait qu'il va falloir aujourd'hui reconfigurer un monde qui a perdu le sens, qui a perdu toute orientation. Oui. Nous sommes dans une période de désorientation telle qu'il va bien falloir réinventer un ordre mondial qui a été fortement chahuté et même pratiquement détruit. On a touché le fond, mais ce n'est pas un point de non-retour. Ce n'est pas un point de non-retour, je pense que c'est un point d'inflexion où il faut que nous fassions attention aux germes de changement qui vont aujourd'hui être porteurs de l'avenir que nous souhaitons pour notre espèce. Et il va falloir aussi, en particulier, et j'ai utilisé le mot d'espèce à bon escient, il va falloir aussi que nous pensions, que nous apprenions à penser une politique d'humanité. Oui. Voilà la direction, à mon avis, dans laquelle il faut s'engager. Et l'année qui vient, l'année 2026, sera une bonne occasion de mettre en chantier cette politique d'humanité dont notre monde a besoin. Oui, et justement, vous l'avez dit, l'année 2025 nous a rappelé la permanence donc du tragique avec ce qui s'est passé à Gaza notamment. Vous qui avez beaucoup travaillé sur l'héritage de Senghor et de Césaire, l'espoir d'un humanisme africain, vous parlez d'un retour à l'humanisme, donc l'humanisme africain capable de penser au-delà des fractures identitaires, est-il en recul face aux crises régionales? Je pense au Sahel par exemple. Alors voilà une autre région du monde où les bouleversements que notre humanité connaît se manifestent avec la plus grande intensité, c'est notre monde sahélien. Et c'est vrai que ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui est inquiétant à plus d'un titre. D'abord sur le plan de la sécurité et sur la manière dont ce qui se passe est en train de remettre en cause profondément un humanisme qui a été le nôtre dans la région où nous sommes. Prenons le fait que l'insécurité soit causée par le djihadisme. Lequel djihadisme lui-même présente deux visages. Il y a un visage qui est au fond un visage de grand banditisme. Il faut bien se rendre compte qu'il y a tout un ensemble de trafics qui viennent se greffer sur ce qui se passe et ce qui motive au fond ce djihadisme. Le deuxième aspect, c'est une conception exclusiviste et fermée de l'islam. Or, notre région se distingue précisément par le caractère pacifique de l'islamisation qu'elle a connue. L'islamisation de l'Ouest africain n'a jamais été une islamisation guerrière. Il y a eu évidemment des phases dans notre histoire où il y a eu des djihads, en particulier au début du 19e siècle du côté du nord Nigeria. Il y a eu également une djihad du côté au milieu du 19e siècle avec Cheikh Oumar. Le marabout guerrier, justement. Le marabout guerrier, évidemment. Mais l'un dans l'autre, la tradition d'islamisation dans notre région a été plutôt une tradition qui s'est faite le long des routes qui étaient des routes de commerce, des routes de rencontres, des routes de négociation. Si on prend la tradition qui a été la tradition du monde mandingue, qui a été une des premières cultures, une des premières populations à avoir islamisé la région, il y a une volonté de faire en sorte que l'islamisation soit d'autant plus profonde qu'elle sera une islamisation qui s'adressera au cœur et aux intelligences et qui ne s'imposera pas par la force. De la même manière, nous avons aussi une tradition qui s'est développée surtout au XIXe siècle d'un islam soufi, d'un islam mystique, d'un islam confrérique, qui lui aussi s'est répandu dans notre région beaucoup plus par la force de conviction qui était la sienne et beaucoup plus également par l'attrait qu'exerce la spiritualité sur les esprits, les intelligences et les cœurs, plutôt que par la contrainte. Donc, cette idée qui est au cœur de l'islam,
selon laquelle la religion est le contraire même de la contrainte. Tout ce que l'on fait par contrainte ne peut pas être porteur de spiritualité. Ceci était véritablement le fondement de notre culture religieuse dans l'Ouest africain. Une tolérance vis-à-vis du pluralisme, un sentiment que le pluralisme est normal et dans l'ordre des choses. Or, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une crise spirituelle profonde, une crise culturelle profonde, parce que l'idée spirituelle, parce que l'idée d'une religion qui serait exclusiviste, qui estime par exemple sa lecture de la religion est la seule valide et que toutes les autres lectures sont hérétiques et à combattre, et qui justifie ainsi la violence, ça c'est quelque chose qui va contre l'humanisme et la tradition spirituelle de notre... Nous arrivons à la fin de cette réflexion, mais le dialogue ne fait que commencer. La pensée de Souleymane Bachir Diagne nous invite à repenser notre rapport à la technologie, à l'éthique et à l'humanité avec profondeur et nuance. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons d'autres thèmes majeurs de sa vision. Les relations entre la RDC et le Rwanda, la CEDEAO et l'AES, mais également la démocratie en Afrique. Si cette analyse t'a intéressé, abonne-toi, laisse un like et active la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour continuer à penser le monde autrement.